Alors, bonjour, bienvenue à tous et toutes au Midi Économie sociale avec le PSN. Donc, je m'appelle Mélodie Georget. Je vais parler, en fait, je vais animer cette rencontre puisque notre chère directrice générale a une extinction de voix. Donc, heureusement, on va être plusieurs à pouvoir vous rencontrer ce midi. Donc, à l'approche du jour de la table, bien évidemment, c'est important de parler de l'environnement qui est au cœur des valeurs en économie sociale. Donc, merci à nos invités qui sont là. Peut-être juste nous rappeler que selon le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il publie à tous les 6-7 ans une espèce de portrait planétaire de la situation de l'environnement et il confirme que la moitié de la population mondiale est maintenant hautement vulnérable aux changements climatiques qui sont provoqués par, dans le fond, qui provoquent des changements météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, on le voit. Donc, la question qui convient maintenant de se poser, c'est vraiment en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne, mais aussi en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à réduire les changements climatiques ou tout au plus aider la population à s'adapter. Donc, on sait que l'économie sociale, c'est basé sur des valeurs importantes comme le bien commun. Donc, c'est tout naturel que plusieurs entreprises d'économie sociale aient une mission dédiée à l'éducation, l'interprétation de la nature, la préservation des ressources. Donc, samedi prochain, c'est le jour de la Terre qui approche. Donc, on a invité des gens fantastiques, des gestionnaires d'entreprises en économie sociale qui vont nous parler de leur rôle et de la mission de l'organisation. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos invités. Donc, Madame Nancy Rossi, qui est directrice du jardin Daniel Séguin. Donc, Madame Rossi, bienvenue. Merci d'être là. Merci. Est-ce que vous voulez nous parler juste un petit peu de la mission du jardin pour commencer? Oui, alors le jardin Daniela Séguin, c'est un magnifique parc floral de 4,5 hectares qui se trouve à Saint-Hyacinthe. Nous sommes positionnés dans le cœur du quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe. Donc, nos voisins sont l'ITAQ, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe. Bien évidemment, en tant que jardin, nous sommes très proches des problématiques comme celle de la biodiversité. C'est pour nous une priorité et c'est pour ça qu'en 2021, grâce à une subvention de la Caisse des jardins de Saint-Hyacinthe, nous avons pu réaliser un parcours sur la biodiversité en milieu urbain et nous avons décidé de placer ce parcours à l'intérieur du jardin français. Il faut dire que le jardin Daniela Séguin, c'est un ensemble de 25 jardins thématiques. Notre pièce maîtresse est le jardin français. Et à l'intérieur du jardin français, on a créé ce parcours de la biodiversité en milieu urbain qui est composé de 5 stations différentes. Donc, on a le sol vivant, des fleurs pour les abeilles. D'ailleurs, notre fleur emblème, c'est la verveine de Buenos Aires qui attire les pollinisateurs, des chauves-souris et des arbres. Donc, on a construit plusieurs maisonnettes pour les chauves-souris, Touya et la faunelée, donc bien évidemment les petits oiseaux, et le crapaud à la recherche d'un milieu humide parce que nous avons également des petits étangs. Et je suis très contente d'annoncer aujourd'hui que nous procédons cette année à la deuxième phase de ce projet qui concerne la biodiversité. Et le jardin Daniela Séguin s'est porté à cœur d'une collection d'insectes et de papillons du monde, donc environ 10 000 spécimens qui sont bien évidemment naturalisés. Et donc, toute la population mascutane et tous les gens qui sont intéressés pourront venir au jardin Daniela Séguin pour voir des papillons bleus, des scorpions et d'autres insectes qui viennent de partout sur la planète parce que, bien évidemment, pas d'insectes sans des végétaux et pas de végétaux sans insectes. Donc, ça va ajouter déjà à cet endroit qui est d'une grande splendeur. J'invite tout le monde à aller faire un tour si vous n'êtes jamais allé. Donc, merci. Merci. On accueille aussi M. Sylvain Lapointe, qui est directeur général du Covador. Donc, qu'est-ce que c'est un organisme de bassin versant, Sylvain? Oui, mais j'ajouterais en partant qu'il n'y a pas de végétaux sans eau.
Bon lien, bon lien. Effectivement. Alors, effectivement, le COVABER, l'organisme de bassin versant de la rivière Richelieu et également de la zone Saint-Laurent qui nous a été ajouté en 2008. Alors, donc, notre territoire couvre par l'axe de la rivière Richelieu de Noyant à Sorel et de Brossard à Sorel dans l'axe du fleuve. Notre mandat comme tel, il y a 40 OBV au Québec, 40 organismes de bassin versant. Notre mandat nous est donné par le ministère de l'Environnement, justement, à la création en 2000 par la loi de l'eau qui avait été instituée à l'époque. Les OBV, justement, avaient pour mission de mettre en place un PDE, un plan directeur de l'eau, qui est dans le fond une planification stratégique pour la protection de l'eau, également la pérennité de l'eau. Alors, c'est ce qui fait qu'on œuvre en ce sens depuis déjà, on est déjà à notre 23e année. Et on est devenu, dans le fond, une entreprise d'économie sociale, je dirais, environ une quinzaine d'années, puisque par justement la production de notre plan directeur de l'eau qui déterminait des enjeux reliés à l'eau, on s'est dit, ben, dans le fond, pourquoi ne deviendrait-on pas nous-mêmes, à quelque part, des acteurs de l'eau, justement, en proposant des projets? Alors, c'est ce qui fait qu'on s'est mis à offrir nos services depuis cette période-là. Et on travaille avec les agriculteurs, on travaille avec les municipalités avec des mandats. Et c'est ce qui fait qu'on multiplie d'une certaine façon par 3 le budget de base qu'on reçoit du ministère de l'Environnement en offrant nos services justement aux municipalités, aux producteurs agricoles et également aux individus qui ont des problématiques reliées à la gestion de l'eau, soit la gestion de rives, etc. Alors, c'est en ce sens c'est un peu ce qui résume l'OBV. Les gens peuvent également consulter notre site Internet, covaber.qc.ca, et ils trouveront également l'ensemble de nos services également, de ce qu'on fait au cours d'une année. Excellent, merci beaucoup. Donc, beaucoup de sensibilisation, d'éducation et les 2 mains dans le terrain quand c'est nécessaire. Effectivement. Excellent. Merci. Andréane, bonjour, Conseil régional en environnement de la Montérégie. Oui, bonjour. Donc, merci de l'invitation. En fait, nous, au Conseil régional de l'environnement Montérégie, on est un organisme aussi qui œuvre sur le territoire de l'ensemble de la Montérégie. Donc, c'est un grand territoire, évidemment. On travaille, la mission du Conseil, c'est de soutenir le développement durable et favoriser la protection de l'environnement sur l'ensemble de la Montérégie. En fait, on est un organisme de concertation. Donc, on se veut un organisme, un lieu où on rassemble et guide les décideurs régionaux pour intégrer plus d'environnement dans nos décisions, soit au niveau des entreprises, sur nos municipalités, tout ce qu'on veut plus, dans le fond, amener l'environnement, la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques. Donc, on a 2 principes directeurs qui guident l'ensemble de nos choix de décision de projet puis d'intervention. C'est vraiment la carboneutralité et même la carbopositivité parce qu'il faut réparer des erreurs du passé aussi. Renverser la vapeur. Là. Oui, exactement. Et la protection et l'amélioration en fait, de la biodiversité en Montérégie, on est tellement déficitaire en milieu naturel qu'il faut, oui, protéger l'existant comme il y a plein d'organismes de conservation qu'on a sur le territoire qui font très bien. Puis, il faut aller aussi plus loin et il y a beaucoup de mise en œuvre pour faire des gains environnementaux et recréer des milieux naturels. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on met en œuvre nos actions. Donc, grand travail indispensable. Merci beaucoup pour tout ça. Et Michel Durand, bonjour. Pouvez-vous nous parler de la mission de conservation là, que vous avez avec votre organisation autour du Mont-Saint-Grégoire? Oui, alors, le Mont-Saint-Grégoire, le Centre d'interprétation du milieu écologique, CIM, on est un organisme qui existe depuis 40 ans, puis on a commencé nos actions au Mont-Saint-Grégoire, en effet, mais on travaille maintenant dans le Haut-Richelieu et même en dehors de ces limites-là en conservation de milieux naturels. Donc, on est surtout connu pour le Mont-Saint-Grégoire, mais on travaille aussi à l'extérieur. On a une mission qui a 3 volets. D'abord, on veut rendre accessible le Mont-Saint-Grégoire au grand public. Donc, on a des sentiers qui ont été aménagés sur la montagne. Ça répond à un besoin qui est très important là, de contact avec la nature.
Ensuite, on a aussi une mission d'éducation. Donc, ça fait une quarantaine d'années qu'on offre des excursions animées au Mont-Saint-Grégoire pour des groupes scolaires, mais aussi pour du grand public. On a aussi des ateliers en classe et d'autres types là, de services éducatifs. Puis, finalement, il y a notre mission de conservation de milieux naturels. On a acquis une partie du Mont-Saint-Grégoire pour en protéger les ressources naturelles, mais comme j'ai dit tantôt, on travaille aussi dans d'autres municipalités, par exemple à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, à Saint-Blaise, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait des caractérisations de milieux naturels dans plusieurs régions du Haut-Richelieu. On travaille avec les propriétaires pour les sensibiliser aux richesses naturelles qu'ils ont sur leur terrain, les espèces rares, pour essayer là, de conserver tout ça. Il y a même des propriétaires qui font des dons là, de terrain pour la préservation à perpétuité là, des milieux naturels. Oui, ça se fait. Malheureusement, on n'a pas eu affaire avec des propriétaires qui nous ont fait des dons. Là. On a fait des acquisitions, mais on espère toujours qu'il y en a qui, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de donner son terrain, mais on est ouvert à ça. Puis on peut accompagner les propriétaires aussi. Là. Des fois, c'est compréhensible aussi. Ils peuvent rester propriétaires, mais protéger les portions là, plus naturelles de leur terrain. Super. Donc, espérons qu'il y en a qui entendent le message de préservation. Donc, peut-être avant de débuter là, avec les différentes questions, Michel, pouvez-vous nous rappeler les grands défis environnementaux qui nous attendent? C'est bon de se remettre en contexte. Oui, alors, il y a les changements climatiques dont on entend beaucoup parler. Ça, c'est un défi. On veut essayer de réduire l'accélération des changements climatiques par certains gestes. Il va falloir malheureusement aussi s'adapter à certains changements climatiques. En tout cas, si on peut les réduire au maximum, ça serait bien. Il y a la perte de biodiversité dont on a un petit peu entendu parler lors de la COP 15 au mois de décembre dernier. Il y a aussi tout ce qui a rapport aux espèces exotiques envahissantes. Ça, c'est un gros enjeu environnemental parce que ça peut vraiment perturber des écosystèmes. Puis, il ne faut pas oublier que les écosystèmes nous apportent plein de services. On appelle ça des services écosystémiques. Là. Donc, ça aide à purifier l'air, à assainir l'eau et plein d'autres services. Donc, si on perturbe trop nos écosystèmes, ça va avoir un effet sur ça aussi. Il y a tout ce qui a rapport à la destruction de milieux naturels, la pollution, contamination, puis finalement, la surexploitation aussi des ressources naturelles. Alors, ce sont les grands enjeux auxquels il faut s'attaquer. Donc, des défis de taille et des entreprises à la mesure de ces défis, on l'espère. J'aimerais ça commencer en vous demandant, puisque vous êtes des directeurs d'entreprises d'économie sociale, pour vous, qu'est-ce qui démarque en fait l'économie sociale? Qu'est-ce qui fait que c'est une réponse appropriée là, aux défis environnementaux, vous pensez? Andréane, peut-être? Oui, moi, je pense que tu l'as déjà même amené en introduction, Milady. Je pense qu'on a des valeurs très communes. Donc, on a le bien collectif à cœur. On veut des retombées à la fois environnementales et sociétales quand on réalise des projets. Donc, on se rejoint beaucoup sur le fond de ce qu'on veut faire progresser. On veut faire progresser de façon structurelle la société pour un meilleur environnement, une meilleure qualité de vie. Donc, je trouve que fondamentalement, les organismes environnementaux se ressemblent beaucoup, puis ont des affinités, ont un langage qui est commun aussi avec les entreprises d'économie sociale. Puis on parle de la transition socio-écologique maintenant. Donc, c'est vraiment ça qu'on... Oui, donc on allie vraiment les deux milieux. Donc, c'est ensemble, c'est collectivement, puis c'est d'arrêter de penser toujours à la part du gain, ces choses-là, mais c'est d'en penser comme à comment on peut être mieux, puis amener la société plus loin dans un environnement qui est meilleur. Donc, moi, à ce niveau-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités, puis beaucoup de façons de faire, d'innovation, de trouver des stratégies avec très peu de moyens de faire des miracles. Donc, je trouve qu'on se ressemble beaucoup, puis on mérite de travailler encore plus ensemble là, pour ces grands combats qu'on a amenés, là, que Michel nous parlait.
Sylvain, tantôt, tu as parlé du fait de devenir une entreprise d'économie sociale, comme ça a été un tournant, en fait. Ce n'était pas le cas pendant quelques années, puis après, vous avez décidé d'offrir des services payants, dans le fond. Qu'est-ce qui a motivé ça? Dans notre mission de base, je veux dire, le ministère de l'Environnement ne le reconnaît pas nécessairement. Même encore aujourd'hui, après 23 ans, je suis obligé de faire l'équivalent de deux états financiers à chaque fois, un qui fait la reddition de compte sur la subvention qu'on reçoit et un pour l'organisation. Mais en ce sens, je pense que comme entreprise d'économie sociale, on est une forme de sous-traitant de l'État pour bien des éléments. Et je pense que de par notre organisation, on est plus souple, plus agile éventuellement pour avoir des solutions innovantes et au prix un peu moins dans un carcan administratif comme peut l'être d'une certaine façon une organisation d'État. Alors, je pense que dans ce sens-là, on a réellement notre place. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait peut-être plus de confiance aussi de la part de l'État, parce que, bon, souvent, pour un projet de 20 000 $, on va passer l'équivalent de 3 000 $ en reddition de compte, alors que, dans le fond, on pourrait faire une facture et on a rendu le service avec un rapport. Mais je pense éventuellement l'ensemble des organismes aussi à but non lucratif qui font affaire avec l'État devront peut-être aussi aller vers cette tendance-là dans la demande vers l'État et souhaiter recevoir plus de confiance de l'État, même si on en a. Et je comprends que la reddition de compte est essentielle, mais c'est de l'argent de plus qu'on pourrait mettre, dans le fond, dans la mission et en résultat sur le terrain. Alors, je pense que comme entreprise d'économie sociale, effectivement, je pense qu'on a plus que notre place, compte tenu que non plus ce n'est pas la recherche du profit pour le profit. Ce qu'on fait de profit, on le réinvestit dans le milieu, dans le fond, au bénéfice d'une certaine façon de nos collectivités. Alors, je pense qu'en ce sens-là, en matière environnementale, on a réellement notre place pour les solutions de l'avenir. Absolument. Donc, la confiance qui vient avec ça, la mission sociale. Puis en même temps, on a avantage à donner plus d'autonomie aux organisations pour qu'ils puissent vraiment remplir leur Je pense mission. que c'est essentiel. Et Michel et Nancy, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter là, au niveau de l'économie sociale? Qu'est-ce qui fait qu'on se démarque? Excuse-moi, Okay. Michel. Oui, c'est correct, vas-y. Mais nous, au Jardin Daniela Séguin, notre mission est celle d'assurer la pérennité du Jardin Daniela Séguin. Ce jardin a été fortement voulu par des bâtisseurs, donc M. Séguin, bien évidemment, il y a plus de 30 ans. Et nous ne pensons pas seulement aujourd'hui ou à notre génération en tant que telle, mais l'idée, c'est de laisser ce jardin en héritage aux générations au futur. Donc, la pérennité du jardin, c'est vraiment au cœur de notre mission. Donc, je rejoins sur ça. C'est qu'Andréane disait, les valeurs, le partage des valeurs, c'est quelque chose qui nous tient. C'est un peu un dénominateur commun entre nous tous en économie sociale. L'importance de la pérennité, de préserver les ressources, c'est un peu la même chose de votre côté, Michel? Oui. Ben, d'ailleurs, en conservation, les terrains qu'on a en conservation, c'est pour la pérennité aussi. L'autre chose que je pourrais rajouter, c'est que le milieu de l'économie sociale, je pense qu'on a une parité homme-femme, ce qui peut-être même qu'il y a plus de femmes, là, ce qui est quand même exceptionnel dans la société. Puis, c'est plus représentatif aussi de la société. Fait que je pense que c'est un atout. L'autre chose, c'est qu'on travaille beaucoup à échelle humaine, on travaille proche de la communauté. Donc, ça aussi, ça nous donne une certaine résilience qui va être aussi un atout là, pour œuvrer à accomplir notre mission, puis essayer d'améliorer l'environnement. Et puis maintenant, j'aimerais vous entendre sur des initiatives que vous voyez ailleurs. Vous en faites déjà beaucoup, vous ne pouvez pas tout faire non plus. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez à l'extérieur, en économie sociale, d'autres initiatives qui vous inspirent ou vous regardez ça, vous vous dites « Ah oui, c'est ça qu'il faut faire ». Est-ce qu'il y a des avenues qu'il faudrait vraiment développer plus en économie sociale, d'après vous? Andréane? Hey, moi, il y a plein de choses que je vois qui se fait déjà. Puis, tu sais, je veux dire, les entreprises d'économie sociale, c'est des entreprises qui font beaucoup d'environnement. Moi, je pense juste aux friperies, à tout ça. C'est du don, de la revente, c'est éviter l'enfouissement de matière.
c'est vraiment au cœur aussi des nouvelles stratégies, des nouveaux modèles d'affaires qu'on doit avoir. On parle d'un modèle d'affaires actuellement qui est linéaire, qui devrait devenir de plus en plus circulaire. Donc, penser à moins consommer à la base, moins utiliser nos ressources, puis ensuite de prolonger la durée de vie de notre ressource le plus longtemps possible pour éviter l'enfouissement et la réutiliser, la recycler. Donc, moi, je vois plein de choses aussi, puis il y a plein de besoins. On a des matières pour lesquelles c'est difficile de remettre dans la boucle, où on a des enjeux particuliers. Moi, je vois aussi ce qui m'inspire, c'est des choses comme que vous faites là, dans les pôles, les parcours d'émergence, d'idéation, de création. On pose un problème environnemental et les entreprises d'économie sociale se regroupent pour dire « OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? » On a vu, là, par exemple, dans des artères commerciales où on a banni, où on est en voie de bannir les contenants à usage unique. OK, mais là, les commerçants, comment ils se retournent? Ah, émergence d'une entreprise d'économie sociale, une coopérative, ils se regroupent ensemble, contenant de lavage avec une consigne, c'est l'entreprise qui s'occupe de ça. Des initiatives comme ça, il va en falloir de plus en plus parce qu'on veut ramener à une échelle locale nos enjeux. On veut arrêter d'exporter nos déchets en Inde et en Chine, ces choses-là. Donc, il faut ramener ça à une utilisation locale et les entreprises, ça fait partie de leur ADN d'économie sociale. Donc, on voit vraiment des belles choses qui s'en viennent, mais aussi de l'accompagnement dans ces émergences d'idées-là. C'est super important pour vraiment aller trouver des solutions structurantes et non juste des petits plasters sur les bobos. Là. On veut quelque chose qui permette de se structurer comme société et de changer vraiment nos façons. Donc, vraiment de mettre en place des services, des nouvelles entreprises qui répondent aux besoins de ce qui émerge, puis explorer toute l'avenue de l'économie circulaire. Très intéressant, merci. Nancy, vous aviez des idées aussi tantôt? Je pense que je vous ai vu sourire à l'idée de nouvelles initiatives. Bien, ici à Saint-Hyacinthe, puisque Saint-Hyacinthe est une technopole agroalimentaire, il y a vraiment de nombreux exemples d'économie circulaire parce que, bien évidemment, dans l'agroalimentaire, il y a énormément d'industries et d'industries connexes. Il y a un exemple que j'aime beaucoup porter. Il ne s'agit pas d'une entreprise d'économie sociale, elle est une entreprise tout court, mais je trouve ça intéressant. C'est une pâtisserie-boulangerie, je nommerai pas le nom parce qu'il ne s'agit pas de faire de la publicité, mais ils réutilisent la drèche qui vient du surplus de la production brassicole. Et les pâtisseries ont quelque chose vraiment d'exceptionnel. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, ce n'est pas une économie linéaire, mais circulaire. Donc, on prend quelque chose d'une industrie, dans l'industrie brassicole, pour le réutiliser en boulangerie, pâtisserie. Et ça sort des pâtisseries qui sont délicieuses. Donc, je vous invite à les déguster. Mais les exemples sont vraiment énormes. Donc, des belles initiatives. Michel, oui? Moi, une initiative là, qui est assez récente, c'est la Coalition des Montérégiennes qui regroupe 12 organismes qui travaillent sur les collines montérégiennes, dont CIM. Puis, en faisant ce regroupement-là, c'est pour essayer de sauver. C'est-à-dire que, bon, je recommence. Les collines montérégiennes, c'est vraiment là, une très grande biodiversité au Québec. C'est un paysage qui est représentatif et puis leur conservation est essentielle. Puis, si on agit chacun de notre côté, on n'arrive pas à grand-chose, mais en se regroupant, on se donne une force, une voie commune pour essayer d'aller chercher du financement qui va nous aider à conserver ces milieux naturels-là et leur biodiversité. Oui, c'est un grand territoire aussi. Ça va du Mont-Royal jusqu'au Mont-Mégantic. C'est énorme comme zone. Hein? Oui, même on part d'Oka, puis on a intégré Rigaud aussi. Donc, oui, c'est ça. On a 10 collines montérégiennes, on a 12 organismes et puis on a inclus Rigaud en plus. Puis la protection, c'est ça, c'est vraiment prioritaire. Donc, on a regroupé, la coalition comme telle n'est peut-être pas un organisme d'économie sociale pour le moment,
mais elle a regroupé des organismes qui sont pour la plupart des organismes d'économie sociale. Et puis, ce regroupement-là va certainement avoir un impact là, positif. Là, on vient de déposer, chaque colline a déposé un plan de conservation et puis la coalition a fait un plan régional de conservation. Et à partir de ça, bien, on va pouvoir aller mobiliser les parties prenantes puis éventuellement aller chercher du financement. Et préserver une bulle de biodiversité à Montérégie et ailleurs, ça serait super. Oui, ouais, c'est parmi les milieux les plus riches là, au Québec et puis c'est là où il y a la population la plus concentrée aussi. Donc, les pressions sont immenses. Là, et puis, si on ne fait rien, ben, elles vont se faire grignoter petit à petit puis notre biodiversité va s'appauvrir. Exact. Et Sylvain, de ton côté, si tu avais des ressources infinies, là, ce serait quoi les nouveaux projets, les nouvelles initiatives que tu voudrais voir? Moi, toute initiative qui est en matière de récupération de produits alimentaires, pour moi, comme ancien propriétaire de boucherie, là, oui, ça me touche et c'est essentiel parce que je trouve qu'il y a tellement un grand gaspillage, on vit dans l'abondance, on n'est pas conscient quelque part qu'il y a des gens, d'une certaine façon, qui doivent faire des efforts hors du commun pour pouvoir s'alimenter. Alors, tout ce qui est initiative, tant qu'à moi, relié à la récupération alimentaire, je trouve ça, dans le fond, pertinent et nécessaire. Et c'est là que je pense que les entreprises d'économie sociale peuvent jouer justement un rôle d'importance en ce sens que, à travers une activité commerciale, bien, dans le fond, contribue à changer les comportements. Parce que d'une certaine façon, on a beau vouloir que l'État prenne des initiatives, on veut toujours que le voisin, dans le fond, s'améliore, mais au bout de la ligne, chaque initiative va prendre toute sa mesure en fonction du changement de comportement, de notre propre comportement en matière environnementale. Alors, je pense qu'en ce sens-là, les entreprises d'économie sociale jouent un rôle, tant qu'à moi, essentiel, justement, au niveau de notre société. Et en ce sens-là, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Justement, au niveau du travail à faire, est-ce qu'il y a des grands défis, là, vous pensez sur lesquels il faudrait se pencher plus particulièrement là, dans les années à venir? On a parlé de récupération, d'économie circulaire. C'est quoi les enjeux vraiment prioritaires? Là? Les enjeux prioritaires, tant qu'à moi, il faut le regarder dans la lorgnette des changements climatiques, puisque dans le fond, ils sont, on veut pas, le dénominateur commun de plusieurs actions qui devront être faites, parce que ça change, veut pas, le contexte de la biodiversité. Si on regarde de notre côté en matière de protection d'eau, on voit l'eau comme un dénominateur commun aussi de tout ce qui est éléments d'aménagement du territoire. On vient de déposer la loi 16 sur l'aménagement du territoire. Notre organisme national, ROBVQ, a déposé un mémoire justement pour faire reconnaître nos plans directeurs de l'eau dans les schémas d'aménagement des MRC. Alors, en ce sens-là, l'eau qui est source de vie, dans le fond, va devenir, tant qu'à moi, un élément essentiel qui devra être considéré dans toutes nos mesures, éventuellement. Moi, quand je vois encore des gens laver leur asphalte l'été, je veux dire, ça m'horripile. J'ai tendance à leur dire, si tu avais, dans le fond, 1 kilomètre à marcher pour aller chercher tes 2 gallons d'eau pour avoir juste ton eau quotidienne, probablement que tu considérerais ton lavage d'asphalte pas mal plus innocent, si je peux dire, entre guillemets. Alors, je pense dans ce sens-là, on a encore à changer les comportements. Il y a une vision, tant qu'à moi, ne veut pas la société change, tant mieux, mais on se doit pour notre part de maintenir la sensibilisation, maintenir l'éducation et ce, à tous les niveaux. Et c'est là que, d'une certaine façon, comme je le disais, par nos activités commerciales, bien, on peut contribuer justement à financer nos activités de sensibilisation et d'éducation. Parce que tout le volet marchand, dans le fond, sert à financer la mission là, que vous avez entreprise. Bien, dans le fond, le profit qu'on fait, on le réinvestit dans notre mission. Alors, je pense que c'est là, quelque part, qu'est la noblesse des organismes d'économie sociale. Peut-être, Michel, oui? Je pourrais parler de la COP 15. Je l'ai mentionné brièvement tantôt, là, donc voyons, excusez, j'ai un blanc. Donc, la grande conférence là, qui a réuni des décideurs pour dire hey, qu'est-ce qu'on fait, là, la situation est grave. Oui, c'est ça. Alors, ça a réuni des gens
près de 200 pays. Puis, ils sont parvenus à un accord avec des cibles très concrètes. En fait, 23 cibles. Puis une des cibles, c'était de conserver 30% du territoire d'ici 2030. En Montérégie, on n'a même pas 5% du territoire qui est protégé. Donc, on n'arrivera sûrement pas à 30% en 2030, mais bon, c'est sur l'ensemble du Québec. Donc, il y a peut-être des régions où on pourrait avoir plus de conservation. Mais toujours est-il que dans le sud du Québec, on a vraiment besoin d'accélérer les projets de conservation. Donc, ça, c'est le défi actuel. Puis, dans le cadre des événements entourant la COP15, il y a plusieurs organismes qui s'étaient regroupés pour présenter un plan justement d'accélération de protection de milieux naturels dans le sud du Québec au gouvernement. Puis, mais ça prend des sous, évidemment, ça ne se fait pas sans ressources. Fait que du financement, c'est ça, la préservation de territoire en accéléré, puis préservation de la biodiversité, de l'eau potable aussi. C'est sûr qu'au niveau agricole, Nancy, il y a beaucoup de défis aussi. Il ne faut pas oublier que la production agricole, c'est ce qui nous nourrit. Là. Finalement, c'est aussi important que l'eau potable. Là. Oui, tout à fait. Puis j'ai déjà entendu quelqu'un dire que choisir quoi manger, c'est un acte politique dans le sens qu'on fait des choix. Donc oui, absolument. Puis peu importe, on a tous besoin de manger. Nous, au Jardin Daniela Séguin, on croit fortement, un des principes qui nous guide, c'est la biophilie. La biophilie est l'amour de l'homme pour tout ce qui est vivant et donc également les plantes, les végétaux, les arbres et tout le reste. Donc, pour nous, porter de l'avant des projets de verdissement, que ce soit également des projets de verdissement des bâtiments, c'est très important parce que le problème, par exemple, en été, des îlots de chaleur, c'est important, c'est grave. Donc, on voit ici des gens venir vraiment pour trouver un lieu apaisant avec des arbres où pouvoir se reposer, surtout les personnes plus âgées ou les jeunes enfants. Alors, le verdissement, pour nous, c'est au cœur des défis et c'est relié, comme je disais, au concept de la biophilie. Et aujourd'hui, quand on parle de horticulture, on ne parle plus seulement d'une horticulture ornementale. Il y a 30 ans, on plantait des fleurs parce que c'était beau. Aujourd'hui, on plante des fleurs, oui, parce que c'est beau, on est tous d'accord, mais également parce que l'horticulture est devenue nourricière, biophilique et environnementale. Donc, on fait des choix en décidant quels végétaux planter, par exemple, pour attirer des pollinisateurs, comme je disais tout à l'heure. D'avoir des îlots de fraîcheur. C'est vrai ce que vous dites, hein, c'est beaucoup lié à la santé. Aussi, les gens sont de plus en plus vulnérables, en fait, à la chaleur, les personnes âgées, les enfants, tout ça. Donc, d'avoir des îlots de fraîcheur où pouvoir se réfugier là, dans la perspective où les journées de canicule vont augmenter, ça devient nécessaire. Andréane, au niveau du CRA, s'il y avait un grand défi à relever prochainement, qu'est-ce que Juste ce serait? un, tu m'en demandes juste un. Non. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs. Mais tu sais, on parle de tout, le modèle économique. Moi, je vois beaucoup, il va y avoir des opportunités énormes actuellement, puis il va falloir que nos entreprises d'économie sociale nous aident aussi dans ces défis-là. Moi, je pense au textile, entre autres. Là, on est dans une surconsommation, un fast fashion du textile. Les textiles sont de moins bonne qualité, ils peuvent être moins donnés, réutilisés et tout. Donc, on a un choix à faire au niveau de notre achat. Mais on a aussi des entreprises qu'il va falloir se dire, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette possibilité-là de tonnage de textile dans la région? Est-ce qu'on peut développer des débouchés? Donc, il va falloir aller travailler en innovation, à trouver des stratégies, des nouveaux procédés. On parle de gaspillage alimentaire. Sylvain, je suis tellement d'accord avec toi. Il y a énormément à faire au niveau du gaspillage alimentaire. L'exemple que Nancy disait, on a accompagné là, plusieurs entreprises, nous, au CRA, dans cette thématique-là. Il y a beaucoup, beaucoup à faire, puis il y a beaucoup, il faut le voir comme des opportunités d'affaires, beaucoup, parce qu'à toutes les fois qu'on cherche à réutiliser une matière qui est un déchet pour une entreprise, bien, si on est capable de nous bénéficier, faire un autre produit, faire une autre réutilisation locale, c'est gagnant.
Dans les enjeux, nous, on a les plastiques, là, on le voit partout. On parle de plastique à usage unique, on parle du microplastique dans l'eau, on parle de tout ça. Donc, il va falloir, on n'a pas d'usine de récupération de plastique ou de capacité de réutiliser du plastique actuellement à Montérégie. On a des gens à l'extérieur de la Montérégie qui le font, mais on aurait besoin probablement d'avoir des choses plus locales. On a la consigne des boissons, pour ceux qui ne le savent pas. Septembre prochain, tous les contenants de boissons vont être consignés. Donc, autant la petite boîte à boire qu'on met dans la boîte à lunch de notre enfant, donc là, il va y avoir une redevance. Donc, on est tout en train de revoir le modèle aussi de financement de ces choses-là. Je pourrais parler aussi de mobilité. On n'a pas d'accès de communauto en Montérégie. Hein. On n'a pas ça. On n'a pas de vélo partage. Et ça, c'est toutes des belles initiatives aussi qui pourraient être mises en place et qu'il va falloir aussi réfléchir. Puis, tu sais, on a parlé aussi rapidement, là, mais les milieux naturels, comme Michel dit, on fait de la conservation. On a besoin des entreprises aussi pour nous aider, par exemple, des fois à juste comment qu'on plante, comment qu'on reboise avec des végétaux locaux, comment qu'on... donc, on va avoir besoin de support ou de professionnels, puis de préférence d'économie sociale qui vont venir entretenir ces milieux-là, qui vont venir donner un coup de pouce à nos organismes de conservation pour s'assurer qu'on maintienne la qualité de nos habitats, de notre biodiversité. Puis, autre opportunité que je me permets quand même, parce que il y a tout aussi le volet du marché du carbone. Actuellement, on fait de la compensation carbone. On commence à en faire en région. On a des programmes comme Alus Montérégie aussi qui nous permettent de faire la compensation carbone plus en région, qui permettent du reboisement. Et ce n'est pas encore sur le marché du carbone, eux, mais c'est pas normal qu'on replante en Amazonie, qu'on replante ailleurs au monde. On a du potentiel, on a du besoin dans notre région. Puis ça, il faut le saisir comme opportunité aussi. Puis comme dire comment que ça, on peut travailler avec ce nouvel outil-là. Puis nous, ça en bénéficier comme région pour notre biodiversité, pour notre environnement. Fait qu'on a beaucoup d'interventions à faire sur nos milieux, mais aussi une gestion responsable de nos matières résiduelles sous lesquelles on va être ensevelis là, bientôt. Là. Est-ce que je pourrais rajouter que ça prend encore beaucoup de sensibilisation aussi pour la gestion des matières résiduelles, là, parce qu'on a des bacs de recyclage, de compost, de tout ça, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire pour que les gens s'en servent comme il faut. Parce qu'on observe quand même que c'est inégal. Il y a des gens qui posent beaucoup de bons gestes, puis il y en a qui ne sont pas encore assez sensibilisés. Je dirais aussi que l'industrie de l'emballage et de l'alimentation a aussi, tant qu'à moi, beaucoup d'efforts à faire encore. Moi, quand je regarde là, ma boîte de pâtes Barilla, qui a encore un petit plastique transparent dessus pour me montrer des spaghettis dans la boîte. Il y a 4 illustrations de spaghettis sur la boîte, puis c'est écrit à 8 reprises spaghettis. Je n'ai pas besoin, dans le fond, d'un petit plastique. Alors, ça fait en sorte que c'est un carton qui est difficilement recyclable. Et ce n'est pas tout le monde qui a le réflexe d'arracher le plastique puis de le mettre à part dans le bac. Alors, je pense que là aussi, l'industrie a beaucoup à faire et je pense que la demande doit venir aussi du consommateur parce que l'industrie, en fonction de son profit, va y aller en fonction du marché. Alors, il y a beaucoup de sensibilisation à faire et d'éducation. Et éventuellement, je dirais peut-être un peu de coercition aussi peut-être à faire de la part de l'État sur des entreprises reliées à l'emballage. Il y a quand même des efforts qui se font. Mais moi, quand je vois encore ma boîte de pâtes avec son petit plastique, là, ça me fatigue. Donc, responsabilisons-nous, réglementons, puis peut-être pour vous amener sur le chemin de votre organisation. Donc, qu'est-ce que c'est vos projets futurs, là, les nouvelles choses que vous mettez en place en ce moment là, pour continuer votre mission de conservation? Peut-être Nancy, qu'est-ce qui s'en vient là, pour le jardin, Daniel Séguin? Ben, nous, c'est vraiment la promotion des phytotechnologies. Nos bureaux sont situés à l'intérieur du pavillon horticole éco-responsable, qui est la porte d'entrée pour le jardin Daniela Séguin. C'est un pavillon magnifique qui appartient à tous les Québécois, à toutes les Québécoises, donc vous pouvez venir le visiter. Et donc, les
technologie, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec ce concept, c'est quand on utilise les plantes vivantes pour résoudre des problèmes environnementaux. Juste pour donner un exemple, ici au pavillon horticole éco-responsable, nous avons 7 murs végétalisés intérieurs et extérieurs. Notre toit, c'est un toit vert, bien évidemment, donc on peut venir luncher l'été sur le toit, c'est vraiment très agréable. Et nous avons des marais filtrants dans un de nos jardins. Donc, c'est tous des exemples. Puis l'idée, c'est vraiment ça, c'est de donner l'exemple, de sensibiliser nos visiteurs et visiteuses qu'on peut, dans notre pays, faire quelque chose pour l'environnement. Nous faisons aussi régulièrement, à chaque année, le marché du printemps. Donc, c'est la vente des végétaux qui sont produits par les étudiants juste en face. Donc, quand on parle d'achat local, c'est le cas de dire, donc, les étudiants de l'ITAQ qui produisent les végétaux dans le cadre de leur cours et nous les vendons ici au jardin. Et cet argent, bien évidemment, est destiné, comme on le disait depuis le début de la conférence, sont réinvestis dans le jardin même pour assurer notre pérennité. Donc, je pense qu'il y a quand même des actions qui sont faites. Il s'agit d'être sensible, d'être ouvert et de participer à ces actions-là. Excellent. Sylvain, qu'est-ce qui s'en vient du côté du Covabar là, à surveiller Nous, prochainement? c'est de poursuivre la mission comme de raison pour justement, parce que comme je disais, les profits qu'on fait, on les réinvestit en sensibilisation, en éducation. Alors, en ce sens-là, on poursuit, on sait qu'on travaille beaucoup au niveau de l'agro-environnement aussi, de concert avec l'UPA, les producteurs. Alors, on sait qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau des bandes riveraines. On parlait de marché du carbone et de plantation. On a des potentiels de plantation quand même très grands en fonction de l'aménagement des bandes riveraines qui sont nécessaires. Et même si la loi existe depuis 30 ans au niveau des bandes riveraines, elles sont quand même encore peu respectées. Et même les municipalités ne savent même pas pour certaines qu'elles ont cette responsabilité de les faire respecter. Alors, je pense qu'on a encore du boulot à ce niveau-là. En matière, on parlait tantôt de microplastiques dans l'eau. Alors, là aussi, je pense qu'il y a des grands défis et ça va relever aussi des changements de comportement aussi des consommateurs. On consomme, je pense, excessivement de plastique dans notre société. Alors, en ce sens-là, on est très préoccupés. Il y a également des micro-organismes émergents également dans l'eau de par les médicaments, etc. Donc, on va travailler de concert encore avec les municipalités pour les usines d'épuration. Mais là encore, tout est question de ressources et de financement. Mettre un processus d'ozonisation dans une usine d'épuration, ça coûte excessivement cher, mais éventuellement, ça sera nécessaire. Mais la solution, ça serait de changer nos comportements, dans le fond, et d'éliminer, dans le fond, les contaminants à la source. Et ça tient, dans le fond, à nos changements de contaminants. Alors, Comportement, oui. De comportement, effectivement, qui deviennent contaminants, dans le fond, si on ne les change pas. Changeons les contaminants en faisant. Il y en demeure pas moins il y a une responsabilisation aussi du citoyen qui doit se faire. Malheureusement, dans les 30 dernières années, on a rendu les citoyens dépendants de l'État. Mais je pense qu'il faut renverser cette tendance-là et cette initiative-là doit venir de chacun de nous. Et si on peut y contribuer, nous, par justement nos activités de sensibilisation et d'éducation, bien, on aura fait notre part et on va contribuer à le faire. Dans un autre élément, on avait, avant la COVID, un projet de pépinière pour justement s'autosuffire en fonction de nos besoins de végétaux. C'est toujours dans nos cartons et on souhaite éventuellement le mettre en place parce que ça devient de plus en plus difficile justement s'approvisionner en matière de végétaux. Alors, on s'est dit, il faudrait regarder de quelle façon on pourrait devenir autosuffisant. Alors, en ce sens-là, là, ça fait partie éventuellement de nos prochains objectifs. Donc, plantons des végétaux, mais produisons-en d'abord pour en avoir à planter, hein, c'est ça? Oui, bien, c'est là qu'est le problème. Actuellement, ils sont assez difficiles et puis c'est un défi des prochaines semaines, des prochains mois. Excellent. Michel, qu'est-ce qu'on surveille du côté du CIM? À CIM, 2 grandes choses. Alors, on participe à la bourse du carbone scolaire, qui est, ça c'est une coop, la coop FA, qui a parti ce projet-là il y a quelques années. Et c'est un projet qui s'offre dans les écoles, qui est une série de 5 ateliers.
sur la sensibilisation à c'est quoi des gaz à effet de serre, les changements climatiques, la consommation, transport énergie et la gestion des matières résiduelles. Donc, à travers ces 5 ateliers-là, on sensibilise les jeunes et puis il y a tout un portail avec des défis de l'information et les jeunes s'engagent à poser des gestes avec leur famille et font une réduction de leur consommation, leur production de gaz à effet de serre. Et ça, c'est tout comptabilisé. Et puis, c'est possible pour les gens d'acheter ces crédits carbone scolaires-là. Donc, c'est comme un petit marché là, de bourse du carbone. Et l'argent est réinvesti dans d'autres ateliers. Alors, CIM est un ambassadeur. En fait, la coop a plusieurs ambassadeurs partout au Québec. Donc, CIM est un des ambassadeurs qui offre ces ateliers-là dans une partie de la Montérégie. L'année passée, on a fait 39 classes, donc c'est fois 5 ateliers, c'est presque 200 ateliers là, de 2 heures dans les classes, ce qui est quand même beaucoup. Mais oui, ça fait beaucoup d'étudiants, de jeunes citoyens sensibilisés. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit sur 5 ateliers, donc c'est pas juste une fois, là, on dirait que le message... après 5 fois, commence à rentrer un petit peu plus, puis donc c'est très, très apprécié. Donc, on va continuer à offrir ces ateliers-là. Deuxièmement, on a aussi un gros projet, là, ça fait quelques années, ça a été un petit peu ralenti par la pandémie, mais un projet de nouveaux bâtiments parce que pour l'accueil de nos groupes, pour toutes les activités de sensibilisation. Et puis aussi, une partie du bâtiment, ça va être il va y avoir un volet sanitaire parce qu'au centre d'interprétation, on fonctionne avec des toilettes chimiques, ce qui n'est pas l'idéal. Puis comme on a quand même une grande fréquentation, là, on peut aller jusqu'à 50-60 000 visiteurs par année. Wow. Ça fait beaucoup de produits chimiques, ça. Alors, ça fait plusieurs années qu'on avait l'intention de faire ce bâtiment-là. Là, c'est en train de se concrétiser. Là, on est rendu à faire les plans d'architectes, les plans d'ingénieurs, etc., là, en espérant avoir une construction en 2024, là, si tout va bien. Donc, mais ce bâtiment-là va être quand même éco-responsable avec de la récupération de chaleur, du solaire passif, puis essayer d'être le plus éco-énergétique possible. Oui, donc on vous souhaite que ça se concrétise rapidement, cette super bâtisse-là. Oui, oui, aussi. Merci. Et Andréane, je sais que vous avez toute une feuille de route en économie circulaire et sûrement sur plein d'autres sujets aussi. Oui, c'est ça. Je vais commencer avec ça. Tout le volet économie circulaire, ça bouge énormément. Il y a un beau momentum dans la région. On travaille sur le projet qui est Vision Circularité, donc vraiment une feuille de route pour l'économie circulaire en Montérégie. Donc, un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de circularité? Puis, on en parle depuis le début, mais dans un contexte de changement climatique, actuellement au Québec, on est à 3,5 % de circularité de nos matières résiduelles. Ce qui veut dire que tout ce qu'on consomme, il y a près de 96 % qui s'en va finalement au dépotoir. Là. Même si on envoie en Asie, là, il finit souvent être brûlé au dépotoir et c'est ça. Donc, on a un gros travail à faire. Et si on réussit à atteindre un 17 %, on réussit à atteindre nos objectifs climatiques, donc de réduire le réchauffement climatique en bas du 2 degrés. On vise 1,5, on aimerait ça un peu plus, mais disons, ça donne un ordre de grandeur donc de tout le potentiel qu'il y a dans l'économie circulaire pour la lutte au changement climatique. Donc, on a notre feuille de route qui s'en vient, qui a été travaillée de façon concertée avec plusieurs intervenants. On a eu près de 70 participants dans nos ateliers, des ministères, des MRC, des municipalités, des entreprises, pour l'économie sociale. Donc, on a eu des gens de partout qui ont participé à cette feuille de route-là et qu'on va dévoiler le 11 mai prochain lors de notre semaine montérégienne d'économie circulaire, qu'on vous invite tous. Donc, ça va être un moment où il va y avoir durant toute la semaine, il y aura des journées, des webinaires, des conférences, c'est quoi l'économie circulaire, comment on peut l'adapter, et une journée en présentiel où on va dévoiler la feuille de route, mais aussi il va y avoir des ateliers
des experts d'économie circulaire, on est rencontrer des entreprises, donc beaucoup de potentiel. Et nous, on souhaite poursuivre aussi notre projet. On fait de l'animation d'économie circulaire au niveau de l'agroalimentaire, donc chez les producteurs agricoles, les transformateurs alimentaires. On souhaite ouvrir ça aux restaurateurs, hôtelleries pour notre phase 3 qu'on travaille activement à développer là, pour les prochaines années. Puis, je ne peux pas passer aussi, on a d'autres thématiques au Creux, on travaille aussi sur les milieux naturels, on travaille aussi sur les changements climatiques, on a un beau programme de plein de webinaires qui sont sous l'égide de climat de changement, donc favoriser les décideurs, autant entreprises, municipalités, à intégrer la lutte et l'adaptation au changement climatique, des projets aussi de dépavage, déminéralisation pour amener des îlots de fraîcheur. On a des projets aussi en mobilité, là, Embarque Montérégie regroupe toutes les plateformes de covoiturage, de transport collectif en Montérégie, puis c'est méconnu. Qu'est-ce qu'on a quand même potentiel? On n'a pas beaucoup, mais il faut le mettre en valeur puis y avoir accès. Donc, on a plein de projets aussi de sensibilisation, de rendre l'information accessible pour les citoyens, les entreprises et les décideurs là, au niveau des différentes thématiques environnementales. Wow! C'est très inspirant tout ça. En fait, vous avez vraiment un rôle d'ambassadeur, puis c'était ça l'idée, hein, c'est de montrer à quel point on est chanceux. On a des entreprises en économie sociale qui sont dévouées, on a des directeurs, directrices qui sont fantastiques, qui vont vraiment changer le monde, on espère, puis on est derrière vous. L'idée, c'est de vous faire connaître votre mission, puis que les citoyens, les citoyennes se disent « Hey, si j'ai le choix d'aller dans une entreprise ou dans une autre pour un bien ou service, bien, favorisons l'économie sociale, favorisons les entreprises en préservation de l'environnement. C'est tellement important, votre travail, donc... Merci beaucoup. Puis je sais qu'à travers le Québec, il y a plein d'organisations comme les vôtres. Donc, espérons qu'elles aient beaucoup de succès dans les années à venir. On en a besoin, des gens comme vous. Merci d'avoir été là pour ce midi discussion en économie sociale. Puis, ben, nous, au PSM, on veut faire notre petit bout de chemin aussi. Le 8 juin prochain, on veut réunir des acteurs ensemble pour voir c'est quoi les projets, notamment en économie circulaire, économie de partage qu'on pourrait mettre en place en Montérégie. Donc, surveiller nos réseaux sociaux, notre site web. On va parler, en fait, on va diffuser ça là, très prochainement. Merci encore à nos invités, Nancy, Sylvain, Andréane et Michel, et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Merci.